Donc bonsoir. Oui, donc on a tous les deux travaillé et rédigé un ouvrage sur Miyazaki, alors qui est une monographie dans le sens où c'est une étude de l'œuvre. Donc on évoque un petit peu sa carrière, mais on a surtout travaillé sur son univers. Donc on va commencer par son univers. Donc il y a effectivement un ensemble d'œuvres qui ont été produites. Donc c'est une petite présentation des œuvres. Donc la première, en fait, c'est un manga qui s'appelle Shumaku no Tani, qui est le peuple du désert en français. C'est un manga qu'il a en fait dessiné et scénarisé en 69-70. En fait, c'est sa première œuvre qu'il a réalisée. Elle est importante, elle n'existe pas, c'est-à-dire qu'elle a été publiée dans une revue au Japon. Il n'y a jamais eu d'ouvrage qui a été publié. Donc on a eu la chance de trouver les planches sur le web. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'affiche, vous avez juste deux cases et le titre du manga. C'est une œuvre, vous allez voir, qui est très importante. C'est-à-dire que si on veut étudier l'œuvre de Miyazaki, le manga est important. On va voir ça. Sa deux premières réalisations, donc c'est la série Conan, fils du futur, en 78. Et bien, sa première réalisation, un film qui est Lupin, le château de Cagliostro de 79. Alors, dans l'ouvrage qu'on a travaillé, on a fait des petits découpages en fait par période. Donc c'est des choix un petit peu arbitraires, mais ça correspond à une première période. Voilà, donc il met en place des éléments. Puis vient une deuxième période, donc à partir des années 80, c'est surtout la première moitié des années 80. Donc il va travailler de 80 à 82, il va faire plein d'essais, et ça va déboucher sur son manga qui est Nausicaa, donc de la vallée du vent. Donc il va commencer en 82, qui s'achèvera en 94. 7 volumes, c'est une des plus belles œuvres qui existent en science-fiction. En 83, il réalise un autre manga qui s'appelle Le Voyage de Shuna, qui n'existe pas en français. Donc c'est un petit manga, un petit format, qui est vraiment plongé dans le même type d'univers que Nausicaa, c'est du rétrofuturisme, et c'est une œuvre aussi très importante. Donc c'est d'ailleurs assez étonnant qu'elle n'ait pas été traduite en français. Bien, une quatrième œuvre ici, pour cette période, c'est le film Nausicaa, en 84, qui est l'adaptation de ce manga, et qui correspond au début. Donc là aussi, dans l'étude, il y a des grandes différences entre le manga et le film, au niveau du sens. On reviendra là-dessus par la suite. Et après, en 86, Laputa, le château dans le ciel. Et donc cette période-là, c'est une période un peu rétro-futuriste, c'est-à-dire des univers plongés dans un futur indéterminé. Laputa se passe dans le passé, et c'est un jeu comme ça de rétrofuturisme. C'est une période à part entière. Vient après une rupture. Oui, pour évoquer un petit peu, c'est qu'en fait, il était dans une logique assez adulte. Il s'est rendu compte qu'à la sortie du film de Nausicaa, il y a beaucoup d'enfants qui sont allés voir le film. Donc ça l'a fait réfléchir, et du coup il a produit Laputa, qui est un film avec des enfants. Donc c'est important parce que la période suivante, qui va se constituer de deux films, ah oui, quand même, chose importante, entre les deux films, vu que Nausicaa était un énorme succès au Japon, ils ont créé avec Takahata le studio Ghibli, qui a été créé en 85 et 86, et Laputa est le premier film du studio Ghibli. Donc après on rentre dans l'aventure Ghibli, et on arrive donc au fameux célèbre Totoro. Et au non moins célèbre, au moins au Japon, je pense qu'il est un peu... mis un peu à part en France, c'est Kiki. Parce que Kiki, en fait, c'est le premier gros succès du studio Ghibli au Japon. Il a fait plus de 2 millions de spectateurs. C'est une œuvre hyper importante dans l'histoire du studio Ghibli. Et je pense qu'on la minore un petit peu en France. Voilà. Alors c'est un film vraiment important. Pas chez les enfants. Pour un peu prendre la parole, c'est la première adaptation d'un roman, d'une série de romans très célèbres au Japon, type Harry Potter avant la lettre, l'histoire d'une petite sorcière, son intégration dans le monde en plusieurs volumes. Et comme souvent dans l'histoire du studio Ghibli, c'est l'occasion d'une brouille entre Miyazaki et l'auteur du roman dont il s'inspire. Alors, sachant qu'il avait déjà adapté un roman qui est Conan, puisque c'est l'adaptation d'un roman américain d'Alexander Kay. Je sais pas le titre en américain, mais c'est un roman de science-fiction des années 70. Voilà. Mais bon, c'est une commande de la télé. Donc après cette période, qui
joue autour de l'enfance. On arrive à la quatrième période, Porco Rosso, donc à 92. Donc là, il y a un retour à des sujets, on va dire, plus adultes. Et ça se prolonge en 97 avec Mononoke, donc qui est l'œuvre qui va vraiment le faire découvrir à travers le monde. C'est l'énorme succès. Sachant qu'entre les deux, il y a la fin du manga Nausicaa en 94. Ça constitue tout un ensemble. Et puis vient les années 2000 avec 3 films. Chihiro, tout le monde connaît. Le Château ambulant, j'imagine que tout le monde connaît aussi. Et Ponyo, que tout le monde connaît aussi. Là, on est dans les... Ça fait quand même de la place tout ça. Mais bon, il va y avoir. Et la dernière œuvre, l'œuvre... Alors, ces trois-là, on les a réunis dans un ensemble qui est autour aussi des univers magiques, merveilleux. Et qui en fait répondent en partie à cette période-là, des films aussi autour du merveilleux, et ce sont aussi des œuvres qui répondent à Porco Rosso. Voilà, il y a des renvois en fait. Mais c'est pas ça qu'on va étudier, vous allez voir. Et il y a le dernier film qui sort en janvier, donc Le Vent se lève, qui constitue son Neuf Testament, puisqu'il ne fera pas de film derrière. Et je pense que cette fois... Non. Il faut rappeler que depuis Princesse Mononoke, nous avons une série de films qui sont les derniers films du dernier. Mais en même temps, travaillerait sur un scénario, actuellement, dernière mais nouvelle. qui continue à faire des scénarios, ça ne me surprendrait pas, mais qui fasse de la réalisation, je pense que... Enfin, on va en venir là parce qu'on va en parler, ce film-là. On pourra un peu spéculer là-dessus. Donc de tout ça, pendant des années, on a vu, revu les films, lu et relu les mangas, et il y a un moment, lu des articles. Et il y avait vraiment plein de choses qui regroupent tous ces films. Des tas de liens, et des liens thématiques. Et le projet du livre, ça a été justement de réfléchir sur l'unité de cet ensemble. Alors sachant, ça c'est un point important, Miyazaki il a la particularité d'écrire sans scénario. Il n'a pas de scénario quand il se met à travailler sur un storyboard. Donc ça a commencé sérieusement à partir de Porco Rosso. Donc il part sans scénario, il ne sait pas la fin. Il fait son storyboard. Donc c'est une particularité. L'autre particularité, c'est qu'il estime toujours repartir à zéro. C'est-à-dire que tous les films précédents, il les a oubliés. Il repart à zéro. Voilà, c'est un peu ces points-là. Et il y a peut-être un autre point que j'aurais dit. Et conçoit, donc ça c'est super important, il conçoit en image ses films et jamais en mots. Donc il déteste tout ce qui est de l'ordre de la critique, tout ce qui est de l'ordre de l'analyse de son œuvre. Pour lui, le mot rend informe toute analyse de son œuvre. Donc nous on a eu une partie pris d'expliquer par des mots son univers, donc on s'explique, ça c'est dans l'introduction. Mais à partir de ces particularités, c'est-à-dire sans scénario, partir comme ça, concevoir en image, repartir à zéro, il n'empêche qu'il y a une unité dans cet ensemble. Chaque œuvre peut se voir de manière indépendante, mais en même temps elle constitue un tout, qui rebondit l'un à l'autre. Et on est arrivé donc la chute de Nausicaa. Et la chute de tout, puisque tout est de tout. Et on arrive à ça, en fait. C'est le schéma directeur. Si vous voulez, on le fera circuler. Donc le schéma directeur, c'est un petit peu l'élément qui, c'est comment dire, l'ossature de notre analyse de l'ouvrage. C'est que grosso modo, à travers tous ces films, vous pouvez tous les prendre un par un, il y a une seule et même histoire. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce schéma directeur, c'est une ossature qui est solide, et par contre les chairs ont évolué à travers le temps. Parce que le Miyazaki des années 70 n'est pas le Miyazaki des années 90, des années 2000. Il a évolué, notamment à travers certaines thématiques, notamment, et c'est là notre sujet, sur les personnages. Les personnages des années 70 ne sont pas tout à fait les mêmes que les années 2000. Mais il n'empêche qu'à travers toutes ces histoires, nous avons toujours la même trame. Grosso modo, donc cette trame-là, c'est des personnages qui vivent ici, en un endroit. Donc c'est un espace fermé. Il y a une intrusion, il y a un élément déclencheur qui va les amener à faire un voyage initiatique.
Ce voyage initiatique va les amener là-bas. Et là-bas, ils vont être liés à des thématiques qui sont le jardin secret de magie intérieure, c'est-à-dire en fait que le voyage initiatique. On part d'un état A, on arrive à un état B. Et ce voyage initiatique se compose sur 3 obstacles, grosso modo. Le premier obstacle, la société. Le deuxième, c'est la civilisation. Le troisième, la nature. C'est-à-dire qu'en fait, toute la thématique de Miyazaki, c'est comment un individu, comment la société évolue sur un jeu d'équilibre entre les aspirations de la civilisation et de la nature, c'est-à-dire les bienfaits de la civilisation et ce qu'elle peut entraîner aussi comme destruction, et l'harmonie avec la nature. C'est faire un petit peu schématique, mais et tout joue autour de la société. C'est-à-dire qu'il y a c'est quoi le titre de Vivant se lève ou bien Il faut tenter de vivre. Il faut tenter de vivre. Et dites-vous que toute l'œuvre de Miyazaki tourne autour de cette idée, vivre et survivre. Ça, on y reviendra. Et donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être essentiellement sur les personnages. Donc les personnages, on va pouvoir continuer et on va vous présenter chaque personnage. Alors, on va encore utiliser cet espace, après on évoluera. Donc, dans le voyage dans le peuple du désert, donc son premier manga, vous avez 2 personnages. Alors, on aurait pu jouer sur, à chaque fois, chaque œuvre, par exemple Chihiro, c'est un personnage qui est mis en avant. Donc, l'idée, c'est que toutes les histoires de Miyazaki fonctionnent par un personnage en couple. Et il y a un ensemble de couples enfants et un ensemble de couples adultes. Donc là, on va vous présenter l'ensemble des personnages. Et après, on va aborder les couples enfants et les couples adultes, parce qu'ils ont chacun leur propre histoire. Donc dans le premier manga, vous avez donc 2 personnages, c'est Tem et Sensen. Après vient Conan. Après vous avez Conan, Lana. Et alors bon, il y a un personnage ici, on y reviendra peut-être. Voilà. Et après vous avez premier personnage adulte, Lupin. Donc dans le projet. Après vient la fameuse Nausicaa. Voilà. Mais Nausicaa, elle aura 2 personnages masculins qui seront importants dans son histoire. C'est le prince Asbel, au début du manga. Et Sem, qui est un personnage du peuple de la forêt. Donc ces 2 personnages auront une histoire avec eux. Vient ensuite Shuna. Alors, Shuna, le personnage de Shuna, alors je vous dirai pourquoi j'ai choisi cette image-là. Et il sera avec Théa, une jeune femme qui a une histoire qui va lier, associer les 2 personnages. Bien après, donc Nausicaa, le film, qui par contre conserve le personnage d'Asbel, mais le personnage de Sem n'existe pas encore. Donc, il y aura une structure là-dessus. Vient après Laputa, donc Pazu et Chita. On passe voilà, d'enfant, adulte, enfant. Après vient Totoro. On va les mettre ici. Donc Satsuki et Mei. Mais va s'ajouter à ces personnages pour la suite le personnage de Kanta. Un jeune garçon, une histoire importante. Après vient Kiki, la petite sorcière. Et Kiki, elle aura une histoire avec Tombo, un jeune garçon. Autre couple. Vient après Porco Rosso. Alors Porco Rosso, il y aura une histoire. Alors il y a 2 personnages qui interviennent dans l'histoire. Il y a Fio, une jeune fille, et Gina. Et qu'est-ce qu'il y a après Princesse Mononoke, et là on va sortir massif. Quand même. Donc c'est le voyage d'Ashikata. C'est ça Ashitaka, le personnage principal.
et il y a le personnage de Sam. Et c'est pour ça que je vous ai choisi cette petite image, on fait un petit arrêt, pour vous montrer justement de quelle manière les œuvres se rebondissent l'une à l'autre. Il faut savoir que le Princesse Mononoke, qui est inspiré d'un manga sur lequel il avait travaillé, qui s'appelle Mononoke Hime, mais qu'en même temps, le premier titre de Mononoke Hime, c'était le voyage de d'Ashitaka, et qui est donc le même principe que le voyage de Shuna. Donc, du coup, on retrouve le même animal et le même type de personnage. Donc il y a une résonance au niveau des deux récits. Après le Mononoke, nous avons Chihiro. Donc c'est la jeune Chihiro. Et elle aura le personnage de Ado, qui sera important. Alors après, là, il y a plein d'autres personnages que je vois, mais ça c'est le couple. D'accord. Après, nous venons sur le châtiment du vent. Donc c'est l'histoire de Sophie. Alors Sophie qui est maudite. Donc elle est victime d'une malédiction, elle est une petite vieille, et son histoire avec Haru. Et vient Ponyo, la jeune Ponyo, qui elle sera avec le personnage de Suzuki. Voilà à peu près tous les. Et après on reviendra, mais en conclusion, sur les deux personnages du vent se lève. Mais l'idée justement, c'est que le vent se lève, ça va conclure notre histoire sur les couples enfants et les couples adultes. Parce qu'il y a un. Voilà, on ne mange pas plus, mais. Donc voilà tous les couples sur lesquels nous allons évoquer. Alors, pour donner juste des idées, donc, il y a 15 récits, manga et films. Ce qui nous a amené, nous, dans notre travail. Alors, on avait rajouté aussi le DVD. C'est un film de 71, Les Joyeux Pirates au l'île au trésor. Miyazaki a participé à ce film, mais il a eu le tour de force en fait d'imposer les personnages. C'est lui qui les a conçus. Donc c'est les personnages de Jim et Cathy, et ils participent en fait à la généalogie des personnages. Je vous cite au cas où. Et donc sur cet ensemble de ces 15 récits avec le vent se lève, on est arrivé à 19 combinaisons de personnages. Donc il y a des couples que vous avez vus, mais après il y a des histoires de combinaisons périphériques. Par exemple dans Kiki, il y a aussi la jeune fille Ursula, qui est un peu sa grande sœur. Donc bon, voilà, il y a... Et une particularité sur l'ensemble, c'est que ces couples soit peuvent se créer au début du voyage, au début du récit. Donc ça concernait Pazue Shita et Conan et Lana, qui sont vraiment la même structure. Les couples qui se créent au cours du voyage, donc il y avait Tam et Sansan, Shuna et Pea, Ashikata et San, Porco et Fio, et il y avait Nausicaa, avec les deux personnages de Selm et Asbel. Et il y a des couples qui se créent à l'arrivée, donc c'est Satsuki Kanta, Kiki Tombo, il y a Kiki Ursula, il y a Ponyo Suzuki, et puis il y avait une série de variations. Alors, on va retirer les couples adultes et on va vous parler des couples enfants. Maintenant, on va remettre le derrière. Pourquoi on ça? Donc vous gardez bien à l'esprit voilà, l'importance des couples. Il n'y a pas une œuvre chez Miyazaki qui ne se conçoit pas justement sans cette... Alors des personnages peuvent mener une quête en voyage de manière seule au départ, et il y a un moment où un autre crée cette unité. Donc voilà. On a un petit peu dégagé, c'est bon, on a que les enfants. Alors, les enfants, donc voilà, un certain nombre de films. Ce qu'on a amené, c'est qu'en fait, il y a une première génération, Tam et Sansan, Lana et Conan, Pazue Shita, qui constitue la première génération. Il y a une deuxième génération qui est celle-ci,
et une troisième génération qui est celle-ci. Tu me dis hein, si tu veux. Tu dis ça va bien. Hein. J'ai fait quand même un petit peu. Donc la première génération, alors quand même pour rappeler, c'est que les personnages d'enfants chez Miyazaki, c'est quelque chose qui remonte dès le début de sa carrière. Sa carrière elle a commencé en 1963. Il a travaillé pour le studio de la Toei pendant presque 10 ans, jusqu'en 1971. Il a continué aussi à travailler par la suite, jusqu'à de toute façon à l'époque du studio Ghibli, au milieu des années 80. Et il a énormément travaillé sur des œuvres liées à l'enfance. Il a aussi été marqué par 3 films d'animation. Donc le premier c'est Le Serpent Blanc, film de la Toei, un des premiers, où il y a un couple justement de jeunes enfants, adultes, donc il y a ces deux personnages. Il y a La Bergère et le Ramoneur, donc en fait qui est l'ancêtre du Roi et l'Oiseau. Donc il y a la première version, donc ça l'a énormément marqué. Et plus tard, il y a un autre film, La Reine des Neiges, avec Hans Egerta, qui l'a aussi énormément marqué. Et c'est ces 3 œuvres qui l'ont poussé à devenir cinéaste, voilà, à poursuivre dans ce travail d'animation. Et puis après, on pourrait aussi citer Le Chaboté. Donc ça a été sa première, donc je vous le conseille, il existe aussi en DVD. Film de la Toei, et il a réalisé la dernière séquence du film. Et donc il y a le personnage de Pierre, la princesse Rosa, là aussi dans ce couple. Et plus tard, il a travaillé avec Takahata sur le World Masterpiece Theater. Donc c'est les fameuses histoires d'Heidi en animé, donc toute cette série de contes. Et il a été amené à travailler sur plusieurs séries qui sont toujours liées à des enfants. Et chose assez intéressante, alors, de manière générale, cette première génération elle est très classique dans sa structure. C'est un peu du symbolisme héroïque, c'est-à-dire que le garçon, il est courageux, il est protecteur. Donc c'est la force physique. Et la jeune fille, c'est tout le côté justement douce, travailleur. Donc en fait, il y a une vraie fusion entre force physique et spirituelle. Et ça rentre dans le cadre du discours de Miyazaki, et en particulier pour le film qui va conclure cette période, c'est que vraiment l'harmonie, l'équilibre, la fusion entre ces deux forces permet un futur harmonieux. Parce que pour Miyazaki, seule l'enfance peut échapper à tous les affres du monde de l'adulte. Donc on est vraiment dans un schéma très traditionnel, par exemple, surtout Conan et Pazu et Jim, donc dans le film Les Joyeux Pirates, sont des enfants bricoleurs. Donc Conan il se fabrique un bateau, Pazu il rêve de fabriquer une machine volante, et Jim lui il fabrique un bateau. Donc c'est voilà, les enfants du brouillard. Les jeunes filles elles se retrouvent dans des tâches plutôt on va dire traditionnelles, c'est-à-dire la cuisine. Voilà, on tombe dans une vision très très classique. Et on a 3 images qui symbolisent un petit peu vraiment cette période. Bon, les images peuvent peut-être dire, mais vous verrez, voilà, la symbolique elle est là. L'enfant qui tient la jeune fille. Ces 3 images, voilà, sur ces 3 œuvres, elles symbolisent véritablement cette période. Et il est intéressant de constater que cette période va perdurer un petit peu. Par exemple, dans le manga Nausicaa de 84, on retrouve toujours cette symbolique. Le personnage d'Asbel, même si on va dire jeune adulte, c'est une réminiscence de cette période-là. Et il a d'ailleurs une fonction symbolique complètement la même. C'est-à-dire il est protecteur à l'égard de Nausicaa. C'est assez intéressant. Et autre spécificité qui est quand même super importante, c'est que ces enfants-là, c'est tous des enfants orphelins. Et la grande même spécificité, c'est que son premier manga, Kame Sansan, Sansan va mourir d'une maladie. Parce qu'en fait, c'est un manga très noir, c'est une histoire, donc c'est un récit historique qui se passe du côté du désert de Gobi. C'est une lutte entre 2 peuples en semi-sédentaire. Donc il y a tout un conflit entre ces 2 nations. Et en fait, le personnage de Thème se retrouve au début avec son père, et la guerre vient jusqu'à eux. Il perd son père, donc il devient orphelin, et à ce moment-là, il mène un voyage initiatique qui va l'amener à vouloir se venger. Et en cours de route, il va rencontrer Sansan, qui est elle aussi orpheline.
Et ils vont subir énormément d'horreur à travers tout le récit. Et donc ça ne finit à un moment, il y a un siège, il y a une épidémie et tout le monde meurt. Et c'est le seul cas d'un personnage sur un couple qui meurt dans l'univers miyazakien. Et je pense, donc ça, je pense que ça l'a marqué, et du coup il n'a jamais dit, voilà, c'était fini. C'est une exception mais qui est importante. Si on ne connaît pas ce manga, il y a vraiment un trou par rapport à la compréhension du film conducteur. Parce que de toute façon, ce couple-là se retrouve là-dedans, et Conan et Lana, leur histoire, d'une certaine manière, elle corrige l'histoire passée. Et Pazuzu Ishita conclut le cycle donc, de ses enfants, parce que le même principe, c'est que Conan perd son grand-père au début du récit. Et que dans le début du récit de Conan, c'est le même début, c'est-à-dire qu'ils sont sur une île perdue, loin du monde. Et à un moment, donc c'est dans un monde post-apocalyptique, il y a eu une troisième guerre mondiale, tout a été détruit, la terre est recouverte d'eau, il n'y a plus que quelques îles. Et le grand-père et donc son petit-fils Conan vivent sur une île, loin de toute civilisation. Et à un moment, il y a des soldats qui débarquent sur l'île parce qu'ils sont à la recherche de Lana. Donc on est toujours dans la même introduction par rapport au schéma directeur, qui est donc cette fameuse intrusion extérieure. Et on retrouve la même structure avec Pazuzu Ishita, puisque Ishita est enlevé par des agents secrets dans cet univers-là, et c'est Pazuzu qui va la récupérer. On est toujours là. Et eux aussi sont des enfants orphelins. Donc ça, c'est vraiment une première spécificité. Qu'est-ce que j'ai précisé pour les enfants orphelins? Et oui, alors c'est aussi intéressant, c'est dans le dessin animé Conan, il y a toute une réflexion justement sur les orphelins. Parce que dans cet univers-là, sur l'île d'Edenia où vit Lana, parce que le principe de la série, c'est une opposition entre deux îles. Il y a l'île d'Industria qui regroupe les vestiges de la civilisation avec une organisation techno-policière où en fait ils utilisent des esclaves pour pouvoir reconstruire la civilisation. Et en face, il y a l'île d'Edenia qui, elle, reproduit un paradis perdu, c'est-à-dire un vieux village avec toutes les règles agriculteurs, pasteurs, pastoral. Il y a un jeu d'opposition dans la série. Et sur l'île d'Edenia, il y a un petit village qui vit en marge, qui est peuplé uniquement d'orphelins. Parce que la guerre en fait a entraîné la mort des adultes, les enfants se sont retrouvés orphelins, et il y a toute une thématique autour de ça. Et ça rebondit sur une réflexion sur comment transmettre aussi la civilisation par rapport à une nouvelle génération. Ça, c'est une thématique qui est très forte dans le genre dit post-apocalyptique. C'est un peu mon dada. Et il y a vraiment une réflexion sur comment, à un moment où une civilisation s'effondre, comment on peut transmettre les restes de la civilisation à des enfants. Et il y a des œuvres où en fait on voit les enfants redevenir primitifs. Parce que la civilisation ne les intéresse pas. C'est une thématique assez intéressante. Voilà, donc ce qui marque, c'est le caractère des enfants orphelins. Et on arrive à la deuxième période, la deuxième génération, et là il y a une rupture entre les deux. Alors la rupture, elle est déjà consommée avec la fin du Château dans le ciel, dans la mesure où les deux enfants, à un moment, vont avoir une famille de substitution, qui sont les pirates, donc toute l'équipe de Dora. Et puis surtout, à la fin du film, ils partent dans un vaisseau volant, et c'est un ciel bleu, il n'y a plus rien, et ils partent découvrir le monde. Donc il y a un jeu de rupture. Et ce jeu de rupture va se retrouver donc avec Totoro, parce que là, on a des enfants qui ont une famille. Et ça, c'est super important. Et idem pour Kiki, puisqu'elle a une famille. Donc, je vais vous présenter les parents. Donc là, il y a les parents de Kiki. Et les parents donc de... Voilà, le père et la mère. Mais on va en revenir après là-dessus. Dans la deuxième génération, on passe à une nouvelle étape, c'est plutôt ce qu'on a appelé l'amitié préadolescente entre répulsion et attirance. Et c'est pour ça donc du coup est important l'histoire de Kanta et de Tombo. C'est-à-dire que là c'est Satsuki, mais on va la retirer.
Donc il y a le couple sœur, mais ça c'est une histoire de famille, et le couple enfant c'est eux. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Kiki vient de la campagne, Satsuki vient de la ville. Parce que là c'est aussi, alors on aurait pu aborder aussi, toujours dans cette histoire de voyage initiatique, c'est que toute la première partie de l'œuvre, en comprenant Nausicaa, le voyage de Shuna, ce sont des personnages qui font un voyage qui les amène d'un point A, ils vont à un point B, et en fait ils reviennent après chez eux. C'est un schéma classique. On part, on revient après avoir vécu une expérience. À partir de Totoro, il y a une rupture, c'est qu'on n'a plus le début du récit, c'est la fin du voyage. Parce que là c'est un déménagement pour les parents, et Kiki elle doit partir de sa maison pour mener un apprentissage. On est dans une rupture dans le schéma directeur qui est assez intéressant. Et donc arrivé, et donc là c'est un personnage citadin, qui est plutôt affable, social, qui va rencontrer un jeune garçon de la campagne qui est plutôt sauvage. Et donc il y a un jeu d'attirance-répulsion tout au long du film. Et là c'est l'inverse, c'est-à-dire que Kiki elle vient de la campagne, donc elle a un caractère assez sauvage, et Tombo c'est un garçon de la ville qui a un caractère plutôt social. Et là aussi, il y aura un jeu d'attirance-répulsion. Et donc on est passé de l'enfant orphelin qui subissent quand même pas mal des horreurs de la société, des adultes, la guerre, à des choses un peu plus calmes, plus paisibles. Qu'est-ce que j'avais rajouté ? Oui, donc c'était le requin. Et alors, ce qui est intéressant dans les deux films, c'est le regard croisé entre société citadine et société rurale, ce jeu-là. Eh bien, la troisième génération, on en ressemble plus ou moins. Et là, la troisième génération. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le schéma très classique du garçon protecteur, de la jeune fille plus responsable mais fragile, là, il y a un équilibre qui se crée entre les deux. C'est-à-dire que la jeune fille, elle se défend autant que le garçon. Donc, il y a un équilibre qui se crée. Donc, on sent bien une évolution dans la logique chez Miyazaki. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la troisième période, c'est la jeune fille qui devient le moteur du récit. Alors, le garçon fonctionne toujours sur une logique d'enfant protecteur, parce que ça, c'est une thématique qui est née donc, dans son premier manga, et que la dernière page du manga, il y a tout un passage sur justement un adulte qui explique à Thème qui pleure tous les morts, parce qu'il a perdu Satsan, mais il a perdu aussi son meilleur ami, tout le monde est mort autour de lui, et il y a un chef de guerre qui lui dit « c'est ton boulot est de protéger les gens, s'il y a des morts, il y a des morts, mais cette idée de protéger. » Et c'est une idée qui va traverser toute l'œuvre de Miyazaki pour arriver jusqu'à Ponyo. Puisque dans Ponyo, Suzuki, il est extrêmement protecteur à l'égard de Ponyo. Donc ça, c'est une thématique qui revient. Mais le moteur du récit, c'est Ponyo, puisque c'est elle qui fuit son père pour découvrir le monde. Donc c'est elle qui fait avancer le récit. Et idem pour Ponyo, pour Chihiro, c'est elle qui subit la malédiction, c'est elle qui va essayer de faire tout ce qu'elle peut pour s'en sortir. Et Haku sera toujours en soutien, et c'est elle qui va, régler le problème. Donc d'ailleurs cette image, voilà, sont côte à côte. Il y a un équilibre. Et donc les jeunes enfants deviennent, les jeunes filles deviennent le moteur du récit. Donc voilà. Et finir sur cette thématique des enfants. Un petit passage vraiment intéressant sur le travail. Ah bah il y a un ordre, il y a l'ordre chronologique quand même. Donc c'est la thématique du travail qui est vraiment intéressante chez Miyazaki. Que je rappelle mes notes. Donc, alors il y avait la première génération. Donc, c'est des tests, hein, donc on va revenir là-dessus. Donc, voilà, apprentissage, travail et responsabilité. Là aussi, à partir de la première génération, il y a tout un regard sur la rudesse de l'apprentissage contraint.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois garçons-là vont se retrouver à travailler dans des conditions d'ailleurs assez difficiles, notamment pour Thème. Et ce qui est intéressant, c'est que Conan et le personnage de Jim, qui est ici, vont être mousse sur un bateau. Donc avec toute la rudesse des marins, des conditions de vie. Et Pazou, lui, sera mousse sur le navire volant des pirates de Dora. Alors, il est minier aussi, donc il a ce travail. Donc il y a, voilà, ils ont ça. Et les jeunes filles, elles, sont dans des tâches très classiques, puisque Sansan, elle travaille dans des cuisines. Lana travaille dans une usine textile sur l'île d'Edenia. Et Chita se retrouvera aussi dans une cuisine avec les pirates. Donc on est dans un, voilà, dans un mécanisme. Alors elle, ça va encore, bon voilà, les garçons. C'est là aussi dans un schéma assez classique. Et après on en arrive donc à la deuxième génération. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a une transition qui se crée avec Satsuki pour Totoro. Parce qu'en fait, comme la maman est malade, Satsuki se retrouve dans le rôle de la petite mère. Donc elle doit s'occuper de sa famille, donc notamment de son père et de sa petite sœur, Mei. Donc on est encore dans un... Voilà, et la transition, c'est parce qu'on est encore dans un schéma très classique. On s'occupe de la nourriture, de la lessive, ce genre de choses. Et après se crée la transition. Donc là, on arrive à Kiki. Et Kiki, elle doit partir faire un apprentissage. Donc elle va devoir travailler. Et l'apprentissage, c'est-à-dire l'acquisition de compétences et un travail, pourront lui amener à une indépendance financière, et donc indépendance en tant qu'individu. Et après, on retrouvera cette même idée dans Porco Rosso, avec le personnage de Fio, qui est une jeune ingénieure. Et là, donc, il y a tout un jeu de quiproquo, parce que quand Porco Rosso part à Turin, Milan, pour réparer son avion, il va dans l'atelier Piccolo, et normalement il est habitué de travailler avec des hommes. Et là en fait ils sont tous partis, et il est obligé donc de travailler avec Fio, qui est une jeune adolescente, qui est un ingénieur, c'est-à-dire elle conçoit l'avion. Et donc il y aura tout un jeu entre Porco le machiste, qui a du mal à accepter l'idée qu'une jeune fille puisse reconstruire son avion. Et donc pour elle aussi, son amour de l'aviation et son plaisir, donc c'est aussi le travail qui l'amène à une indépendance. Et on retrouve la même thématique dans Chihiro, puisque Chihiro, elle se retrouve dans l'autre monde, et pour pouvoir s'en libérer, elle doit travailler pour survivre. Donc là j'ai choisi l'image qui est tout au début quand elle rencontre Kamiji, donc là où elle ramasse le charbon, mais après on la voit aussi travailler comme servante, elle a voilà, tous ces soucis. Et donc l'idée c'est vraiment l'apprentissage pour l'indépendance. Et d'ailleurs, donc juste citer, ce qui est aussi intéressant, c'est que de la tâche traditionnelle, on va passer à des tâches qui sont liées plus associées au monde, notamment ici, au monde des hommes. Et on retrouve cette idée à travers le glissement, donc dans Conan, sur l'île de Lana, les femmes sont dans des tâches traditionnelles, l'usine textile, ce genre de choses. Et petit à petit, on arrivera donc à Porco Rosso, où ce sont les femmes de la famille Piccolo qui vont reconstruire l'avion. Et après, dans Princesse Mononoke, ce sont les femmes qui sont à la forge, et les hommes qui s'occupent du reste. Donc il y a cette idée aussi, voilà, des femmes qui se retrouvent avec un travail qui est lié traditionnellement à l'homme. Donc c'est assez intéressant. Bon, après, il y a le personnage de Sophie qui travaille dans une maison de couture, donc mais l'image vraiment symbolique, c'est des femmes dans la forge en Mononoke. Donc il y a cette évolution. Et là, ça sera encore un autre sujet. Et voilà. Vous me dites si c'est clair. Un essai.
Là, j'en peux plus, j'ai la bouche sèche. On va installer les personnages adultes. Parce qu'après, si vous avez aussi des questions, l'idée elle est là. La première partie, ça fait appel aussi au tombeau des Lucioles, parce que le tombeau des Lucioles, c'est de qui pendant la guerre du Japon. Alors c'est à la même époque que C'est la Totoro. même, Voilà, mais c'est Takahata, donc Oui, c'est c'est un... pas- Mais je pense qu'il y a... Bon, ils ont tellement travaillé ensemble les deux, Ouais. qu'il y a vraiment des liens qui sont... Il était Sherlock Holmes, en fait. alors ça c'est juste avant... Il a fait les premiers, non? Oui, il a fait 6 épisodes. Ça me concernerait par rapport au personnage de Gina. Ça, j'y ferai peut-être allusion. Ouais, j'ai pas mis d'image, mais je l'évoquerai pour le personnage de Gina, puisque Miss Hudson, c'est une moitié du personnage de Gina. Donc, c'est ce lieu-là. Alors, les couples adultes. Alors, vous avez vu que pour les couples enfants, il y a quand même donc, cette histoire de 3 générations qui donc en fait chronologiquement évolue. Chez les couples adultes, c'est pas aussi évident. C'est plus malléable, plus modulable. Donc on a choisi certains aspects. Donc on va commencer par le caractère amour impossible. Donc quel personnage? Gina et Porco. Non, on va commencer par Lupin et Clarisse. Hein et effectivement, oui, mais ça on va revenir sur l'histoire des trois. Il faudra une image de toujours pour les filles. Donc, comme vous avez vu, les premières œuvres, ce sont des enfants, les 2 premières. Le premier récit qui aborde avec un couple adulte, c'est Lupin, le château de Cagliostro, qui n'est pas une création de Miyazaki, puisqu'il reprend un personnage qui existe déjà. Il a travaillé sur la première série. C'est un manga qui a été adapté en série animée. Et il a fait un des films, qui est d'ailleurs un des plus célèbres de la série. Et ce qui est intéressant avec, dans Lupin, c'est que donc le personnage de Lupin va libérer la princesse Clarisse, qui est aux mains d'un affreux comte qui veut s'emparer du pouvoir dans la principauté de Cagliostro. Donc il y a toute une histoire d'aventure. Et il arrive à libérer donc, la jeune femme. À la fin du récit, elle veut partir avec lui. Et lui dit non, c'est pas possible. Alors, pour 2 raisons, il y a une différence d'âge. Que Miyazaki a travaillé son personnage de Lupin pour le rendre très humain. Alors dans le manga, c'est un personnage plus archétypal, et notamment dans sa violence. Donc lui, il en a fait vraiment quelqu'un de plus humain, dans le fait aussi qu'il ressent le poids des années. Et ce qui est intéressant dans le récit, c'est que la jeune fille, c'est une princesse, enfermée dans son château, et le fait de la libérer, c'est aussi de la libérer de sa condition féminine. C'est-à-dire qu'au moment où il lui dit « pars découvrir le monde », donc c'est justement sortir du carcan féminin tel qu'on pouvait l'envisager. Et du coup, c'est un amour impossible. Pour cette histoire de différence d'âge, le fait que Lupin ne peut pas s'engager, veut laisser cette jeune femme se libérer. Et on retrouvera une variante plus tard dans Porco Rosso, avec le personnage de Fio. Mais là on est plus dans un jeu là aussi pas de maître à disciple, mais Porco Rosso c'est un aviateur expérimenté, chevronné. Fio rêve du ciel, donc c'est cette fusion qui va se créer entre les 2 personnages. Donc ça c'est plus à côté. Mais il y a un premier couple entre temps qui apparaît, c'est dans Conan. Ce sont les personnages de Dice et Monsri. Donc ce sont 2 personnages secondaires dans la série Conan. Dice c'est un capitaine qui va... Alors ils travaillent normalement tous les 2 pour Industria, donc, qui sont les méchants du récit. Et ils vont être en lutte au début contre Conan. Mais Capitaine Dice c'est un aventurier, donc il va assez rapidement retourner sa veste et aider les héros. Monsri mettra beaucoup plus de temps à comprendre les erreurs. Et ce qui est intéressant dans le récit, c'est que les 2 personnages se détestent. Tout le long, ils n'y arrêtent pas. Et, surprise, à la fin de la série, ils se marient.
une fois que tout a été résolu. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un peu le premier couple, mais avec une union surprise. Donc, mais c'est le premier couple qui apparaît. Et sinon, dans l'œuvre de Miyazaki, le premier grand couple, c'est donc le manga Le Voyage de Shuna. Et d'ailleurs, on va pouvoir ressortir la couverture. Donc c'est le manga de 83. Ce que j'ai choisi. Il y avait celle avec les personnages. Voilà, on a un peu une idée. Donc le manga 83, un an après Nausicaa. C'est un manga qui est super important parce que pour l'anecdote, c'est la première fois où il met en place l'entièreté du schéma directeur. Et l'histoire, donc, pour vous situer, c'est que c'est donc un univers futur indéterminé où l'humanité survit. Et c'est un jeune prince dans une vallée perdue, donc le prince Shuna. Donc dans cette vallée, les gens ont vraiment du mal, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à cultiver, la survie est difficile, délicate. Et il y a un voyageur qui en fait cherche des graines d'or. En fait, il s'avère que c'est du blé. Et qu'il enquête et il meurt, ce voyageur. Et il va transmettre l'histoire au prince Shuna qui donc va partir à son tour en quête de ces graines d'or pour sauver son peuple. Et au cours de son voyage, donc, il va découvrir un univers dévasté, en ruine. Et il va finir par rencontrer la civilisation, qui est une civilisation esclavagiste. En fait, le principe, c'est tout se fonde sur l'esclavagisme. Donc, on fabrique voilà, des chasseurs de têtes, des chasseurs d'esclaves. Et en échange de ces esclaves, ils traitent avec les êtres divins qui leur donnent les graines d'or. Donc le blé, pour qu'ils puissent manger. Mais ils ne peuvent pas cultiver en fait ce blé. Et donc tout est fondé sur, voilà, d'un côté les esclaves permettent de fournir le blé, et on apprendra plus tard dans l'histoire qu'en fait c'est les esclaves, les humains, qui servent à fabriquer le blé. On est dans un jeu, et donc en fait l'humanité est complètement bloquée dans ce schéma. En fait elle croit pouvoir fabriquer le blé, qui, bon voilà, c'est un jeu très soleil-vert, pour ceux qui connaissent. Et au cours du récit, il va libérer en fait une jeune femme, Théa, et sa sœur, qui est donc esclave. Il va les libérer. Et au cours du récit, donc il les libère, mais lui doit mener sa quête, c'est-à-dire trouver les êtres divins et récupérer donc ces grains d'or. Donc Théa va partir dans un village et va l'attendre, pendant que Shuna continue son voyage. Il arrive à voler donc l'or, cet or aux êtres divins, et du coup il en devient fou. Juste l'image, c'est qu'en fait il est frappé de malédiction. Et il mettra très longtemps pour revenir humain, grâce aux soins de Théa, qui en fait dans son village, où il a été accueilli, va s'occuper de lui. Et ils arriveront à la fin du récit à faire repousser le blé, et donc du coup à sortir l'humanité de cet ordinaire. Et ils formeront à la fin un couple qui repart dans le village de Shuna pour justement donner au village qui vont rencontrer cet or, ce blé, et permettre de sortir de l'histoire du récit esclavagiste. Et ce qui est voilà, et donc à travers le récit, on voit vraiment la constitution d'un couple solidaire, qui sont de tous les. Donc c'est un récit important. Mais entre-temps, on a aussi Nausicaa. Donc, Nausicaa. Alors, donc, la jeune princesse Nausicaa. Comme je vous ai expliqué, il y a le manga, il y a le film. Deux histoires complètement qui sont différentes au niveau de la finalité. Dans le film, on est dans la première période, le personnage de Nausicaa mène son voyage initiatique, découvre des choses et va revenir dans son village. Dans le manga, elle part et ne reviendra jamais.
Ça, c'est donc dans le petit détail. Le personnage de Nausicaa, dans le manga, va d'abord rencontrer le prince Asbel, qui est un personnage. Donc Asbel, il est très proche de la première génération des enfants, donc il va être protecteur. Mais Nausicaa, en fait, elle est confrontée à un problème, c'est qu'elle peut toute union avec quelqu'un est, pour ainsi dire, impossible. Parce que dans le récit de Nausicaa, que ce soit dans le film ou dans le manga, c'est un personnage messianique qui va avoir pour tâche de sauver le monde dans lequel elle vit. Donc elle est vraiment voilà, au-dessus de tout et va mener une quête et un combat fabuleux et fantastique pour sauver les derniers hommes. Alors que dans justement Shula, qui est important en jeu, c'est que lui c'est un aspect beaucoup plus intimiste. C'est que ça passe, voilà, c'est le destin d'un petit personnage qui ne va pas voilà, révolutionner, mais révolutionner par le bas. Nausicaa, elle va révolutionner son monde par le haut. Donc du coup, cette fonction messianique empêche le personnage de nouer des relations avec des personnages de son âge. Donc Asbel, ça va être plutôt une histoire d'amitié et de protection. Par contre, au fur et à mesure du manga, elle va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Selm. Et Selm, en fait, c'est un personnage qui fait partie du peuple de la forêt. Donc dans l'histoire de Nausicaa, il avait une forêt, une immense forêt, qui régénère le monde. Et dans cette forêt, elle est toxique pour les derniers humains. Et donc il y a un peuple qui vit en symbiose avec cette forêt. Donc elle sera amenée à les rencontrer. Et donc Selm, c'est le personnage. Alors l'union à la fin est pas montrée, mais ça sera voilà, un personnage avec qui elle va finir sa vie. Donc il y a un jeu, c'est dans le film, le personnage d'Asbel a voilà, la fonction des premiers enfants. Et dans le manga, par contre, elle aura une fonction avec un. Donc il y a ce jeu-là. Et tout ça, c'était des petits éléments. Parce que maintenant, on va vous aborder l'aspect le plus intéressant, qui sont donc l'histoire des trois couples. Donc, alors trois couples, trois films. Donc vous avez Porco Rosso. On a Ashikata et San. Alors, je vais choisir. Non, c'est pas ça. Hop. Donc c'est ces trois couples. Donc trois films. Donc Porco Rosso et Gina. Ashitaka et San. Et Sophie et Haru. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces trois films s'inscrivent dans un cycle qu'on a nous dénommé le cycle des maudits. En fait, à partir de Porco Rosso jusqu'au château ambulant. Donc ça comprend Porco Rosso, Mononoke, Chihiro et le château ambulant. On est dans des personnages qui sont maudits, qui sont victimes d'une malédiction. Et ce qui est intéressant, c'est que Porco Rosso et Ashitaka sont au départ, c'est une malédiction individuelle. Et dans Chihiro et dans Château ambulant, sont des malédictions qui vont toucher en fait un groupe. Donc il y a toute une évolution dans cette histoire-là. Et dedans, donc, on extrait l'histoire de ces trois couples. Et on va utiliser ces trois images-là, parce qu'elles illustrent parfaitement l'évolution. On les a associés, alors il y a Miyazaki, il y a un truc qui travaille depuis le début des années 80, c'est le thème de La Belle et la Bête. Donc, il y a travaillé énormément. Et d'une certaine manière, les trois films-là sont des variations du thème de La Belle et la Bête. Donc cycle des maudits, thème de La Belle et la Bête, et il y a un autre thème qui se rajoute qui va être la guerre. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le premier récit, c'est un amour impossible. Si j'ai choisi ces trois images, je ne sais pas si vous les voyez bien, elles sont symboliques des trois étapes. Amour impossible, donc ils sont tous les deux côte à côte, chacun de leur côté, parce que leur union est impossible. Dans Mononoke, l'union est possible, mais ne se concrétise pas. Ils sont côte à côte. Ils se comprennent, mais ne peuvent pas s'unir. Et dans le troisième, ils s'unissent. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi
cette évolution, c'est que dans Porco Rosso, le personnage de Porco, donc qui est Molly, qui est une tête de cochon, a décidé de fuir le monde. Et jusqu'au bout, il fuit le monde. Et il y a le contexte, on va dire, historique du récit, qui est donc l'Italie des années 20-30, donc la montée du fascisme, l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale qui arrive. Et il y a l'idée que Porco Rosso refuse d'intervenir dans cette histoire. Dans Mononoke, Ashikata, donc il va découvrir le monde, il découvre le monde du Japon, du Mati, qui est période de guerre civile. Donc là aussi le personnage découvre la guerre, et vous connaissez le récit de Princesse Mononoke, l'opposition entre les hommes, la civilisation et la nature, San qui représente la nature. Et l'union pourrait exister puisqu'ils s'aiment, mais chacun en fait a un point de vue. Et les points de vue ne sont pas vraiment conciliables. Du moins San est dans une position intransigeante à l'égard de sa lutte, c'est-à-dire qu'elle défend la forêt contre les hommes. Ashikata, c'est l'homme de la voie du milieu, c'est quelqu'un qui essaie de trouver un compromis entre société humaine. Alors, petite parenthèse, c'est un des points les plus importants de l'œuvre de Miyazaki, c'est cette recherche de l'équilibre. Et que l'histoire d'Ashikata, elle symbolise donc cette réflexion-là, c'est que, alors c'est d'ailleurs, il y a une scène dans le film qui est très intéressante, vers le dernier tiers du film. Ashikata revient, il est perdu dans le brouillard, et enfin il entend les bruits de deux batailles. Il y a la bataille des sangliers, où San est avec les sangliers et lutte contre l'armée de l'empereur. Et il entend une autre bataille, qui est la bataille du village des Forges. Le village des Forges qui est très intéressant parce que c'est une utopie. Mais le problème de cette utopie, c'est qu'elle est utopie révolutionnaire d'un point de vue social, puisqu'il y a un équilibre entre femmes et hommes, c'est même des femmes qui ont l'ascendant. Mais par contre, ça ravage son environnement. Et puis le peuple de la forêt qui essaie de résister. Donc il y a ce jeu. Et Ashikata, il est pris entre les deux. Il dit, est-ce que je rejoins San ou je rejoins les humains qui sont mes frères? Et il hésite, et il décide de choisir de rejoindre le village des Forges. Et à ce moment-là, le brouillard disparaît et le soleil apparaît. C'est assez intéressant. Et donc tout ça pour amener à l'idée que le choix d'Ashikata et le choix de San ne peuvent pas leur permettre leur union. Donc ils arrivent à se comprendre. Donc il y a quand même une évolution. Parce que chacun intervient dans les affaires du monde à sa manière. Et le troisième, Château ambulant, là aussi on est dans un contexte de guerre. C'est une ambiance Première Guerre mondiale, une lutte entre deux royaumes. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des couples enfants, troisième génération, où la jeune fille devient le moteur du récit, et là on est dans le même cas de figure. Alors que dans ce cas de figure, Gina est un personnage qui est en retrait, qui attend Porco, mais Porco ne viendra jamais puisqu'il ne veut pas revenir dans le monde, et donc par extension leur union n'est pas possible. Ici il y a un équilibre entre les deux, donc on évolue, et là c'est Sophie le moteur du récit. Et ce qui est intéressant, c'est que Sophie, avec sa malédiction, elle essaie de s'en sortir. Et c'est son voyage, c'est sa quête, c'est sa recherche qui va permettre de mettre fin à la guerre. Et notamment en embrassant le personnage, donc ce personnage-là, qui s'avère que c'est le prince qui a disparu et qui est à l'origine de la guerre entre les deux royaumes. Et Sophie, par sa volonté, va donc régler l'ensemble des problèmes. Et du coup, l'union va être possible entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'union devient possible et qu'en même temps, on met fin au conflit. C'est pour ça que je faisais un lien entre la guerre, entre ces thématiques, parce qu'il y a une évolution entre les trois couples, une évolution par rapport à leur rapport au monde, et ce qui permet donc une fin, on va dire. D'ailleurs, Aoru fait aussi à sa manière la guerre contre la guerre, mais il a choisi une voie qui l'amène à devenir vers la folie puisqu'il devient un monstre. Et Sophie choisit d'autres voies. Donc voilà, on pourra aussi en parler longuement. De toute façon, les œuvres de Miyazaki, on pourrait faire des tonnes et des tonnes. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu voilà, ces jeux d'évolution. Et un dernier petit aspect qui est quand même... Alors, qui sont les... en fait, il y a d'autres couples qui existent dans l'univers miyazakien.
les couples secondaires. Donc, qui ont quand même leur intérêt. Alors là, on n'a pas toutes les réponses, hein, loin de là. Donc, vous avez les deux parents de Totoro. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le récit, ils sont systématiquement séparés, puisque le problème du couple, c'est que la mère est malade. On ne voit jamais en fait le couple réuni. Il y a une séparation, mais qui est liée à la maladie. On les retrouvera en fait surtout réunis à la fin, en générique, qui raconte une histoire que toute la famille se retrouve. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le deuxième film, on voit un couple, donc là aussi c'est les parents de Kiki. Et là, il y a une anecdote, donc, on en a déjà discuté plein de fois, mais moi je n'ai pas de réponse, on n'a pas de réponse. C'est le caractère matriarcal des sorcières. Parce qu'en fait, dans le film, à un moment, Kiki parle avec son père, et elle ouvrait la radio de son père. Et on voit un plan, on voit la mère qui a quitté la chambre, et elle fait voilà, elle joue de sa magie, et le père dit oui. Donc derrière l'image idyllique de ce couple, il y a quand même le pouvoir de la sorcière. Pas de réponse, mais moi c'est une scène qui m'a énormément marqué. Parce que quand même, les films d'animation, rien n'est laissé au hasard. C'est pas possible puisqu'on dessine le truc. Donc chaque scène, chaque plan, chaque détail, rien n'est laissé au hasard. Et petite parenthèse, c'est aussi pour ça qu'on a écrit cet ouvrage. Moi, ça a été un de mes points de départ. C'est une scène dans le château ambulant. Vous irez tous la voir. C'est vers le but du film, quand il y a l'affrontement entre la sorcière royale et quand il fuit le château impérial et qu'il va se poursuivre dans le désert. Jusqu'au moment où il décolle, il survole la ville. Et à un moment, dans l'arrière-plan, il y a une rue, et on voit une manifestation de gens qui se font tirer dessus par là. C'est un arrière-plan, c'est une autre raison. Et n'empêche que cette idée-là, pour moi, elle m'a marqué. Parce que le fait de choisir, de citer voilà, l'idée qu'il y ait une manifestation pacifiste contre la guerre et que l'armée tire sur ces gens-là, de dessiner, il y a un choix, il y a une volonté, il y a une décision. Donc de là, par exemple, sur la thématique sur la guerre, qui est développée dans l'ouvrage, on explique pourquoi il arrive à cette scène-là. Il y a toute une histoire, il y a une généalogie. Et qui est simplement, il estime qu'il n'a plus besoin de mettre en avant cette idée de la résistance, mais elle est glissée dans l'arrière-plan du film. Donc du coup, la scène de la mère de Kiki qui fait ce claquement de doigts et le père dit oui, voilà, c'est un détail, mais ça nous parle quand même de ce couple-là et du pouvoir de domination de l'un par rapport à l'autre. Après, on a le couple, le assez, on va dire, facilement définissable, qui sont les parents de Chihiro. Donc parents matérialistes, qui sont typiquement voilà, les parents, l'enfer des parents aujourd'hui. Et on a les parents de Pogno. Et là par contre, on revient avec les parents de Satsuki Eme, parce que les deux parents, on ne les voit jamais ensemble. Parce qu'ici, la rupture est liée au travail. Et d'ailleurs, on n'a pas de plan. Il n'y a pas de plan, on a les deux parents ensemble. Donc j'ai trouvé ces deux images qui sont à la fin du film. Et voilà. On les voit, mais ils sont. Et là aussi, c'est un couple moderne, mais qui est en complète aussi rupture avec ce couple-là. Donc c'est assez intéressant. Voilà. C'est un couple très moderne, mais qui n'ont pas les travers de ce couple-là. Voilà. C'était pour vous citer qu'il n'y avait pas que les couples des personnages principaux. Il y a aussi ces couples de la famille. Mais bon, Miyazaki a un regard sur la famille qui est assez sévère quand même, de manière globale. Et dans cette thématique, qu'est-ce qu'on peut dire des parents de Pogno Les parents de Pogno, il y a l'humain et pareil, la sorcière, mais c'est une sorcière qui a aussi son pouvoir et son jeu d'attraction avec. Mais il y a une citation de Miyazaki qu'on a repris dans le livre sur le père, Fujimoto, qui est pour Miyazaki l'archétype du père japonais actuel, qui n'arrive pas à comprendre ses enfants tout en essayant. Donc il y a un jeu assez intéressant. Et donc quand même, finir. On va finir sur le prochain film, donc que nous n'avons toujours pas vu, qui sort en janvier. Et qui, mine de rien, est
quand même assez intéressant. Alors, je sais pas, on a l'autre image, je vais vous la faire circuler. C'est un petit village, j'ai pas pu le faire très grand. Regarde un peu les images parce que c'est intéressant par rapport à ce qu'on va conclure. Ah oui, après tu parles un peu des monstres. Oui, je vais parler un peu quand même. La conclusion c'est donc le dernier film, nous ne l'avons pas vu pour l'instant, nous irons voir effectivement en janvier. C'est comme a priori l'œuvre Testament, hein, je pense pas qu'il refasse un jour un film. Et ce que nous trouvons intéressant, donc voilà, je vous ai exposé l'histoire des personnages, des couples, adultes, enfants. Et il y a quand même un petit point. Voilà. Sur la petite image qui circule, il y a deux idées qui sont vraiment importantes. C'est que d'une certaine manière, ce film raconte l'histoire Du créateur donc de l'Avion Zéro, on a oublié son nom. C'est une histoire à travers le temps. C'est un film historique. Donc il est évident qu'il renvoie sur plein d'aspects avec Porco Rosso. Et surtout c'est l'histoire d'un personnage qui va réaliser son rêve, donc faire voler des machines volantes. On va retirer l'aspect parce que l'avion militaire, tout ça, pas le sujet. Et que c'est l'histoire de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Et comme il va être en relation avec une jeune fille, vous voyez sur l'image qui circule, qui va devenir adulte, pour moi, voilà, on allait discuter, il y a peut-être en une seule trame l'idée du couple enfant et du couple adulte, à travers un seul, donc deux personnages, mais que ce qui va m'intéresser en allant voir le film, c'est de quelle manière il va traiter le couple enfant, donc du moins la période de l'enfance et de la relation entre les deux, et la relation qu'ils auront quand ils seront adultes. Alors sachant que normalement la relation adulte va mal se finir, puisque une partie de la trame reprend un roman en japonais qui raconte l'histoire d'un écrivain qui raconte sa relation avec une jeune femme qui va décéder de la tuberculose. Voilà. Donc du coup, on se demandait si ça ne va pas rejoindre justement le récit impossible de Porco Rosso et Gina. Il y a cette idée-là. Et il y a une autre idée qui est très très belle et qui est importante, c'est pour ça que je pense que c'est aussi une œuvre au testament, c'est le rêve de l'envol. Chez Miyazaki, l'envol, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est lié à son histoire familiale, puisque son père avait une usine qui fabriquait des pièces détachées pour les avions. À travers l'histoire, nous aurons le personnage de Pazu qui fabrique ses avions, qui rêve de l'envol. On a le personnage de Tombo qui fabrique une machine volante, qui rêve aussi de s'envoler. On a le personnage de Fio qui elle aussi rêve de s'envoler. Donc c'est ses rêves d'enfant. Et on a donc le personnage du dernier film qui lui aussi réalise ce rêve. Si vous voyez dans la petite affiche qui a circulé, voilà, ici, on retrouve cette idée et personnellement ça me fait énormément penser à Tombo. Voilà. Les souvenirs de Gina aussi. Aussi les souvenirs de les souvenirs de Gina. Donc il y a vraiment ça, on est encore dans un aspect de fusion, de renvoi à ça. Puis bon, il y a le personnage de Nezuki et le personnage de Porco Rosso, qui sont deux personnages qui eux ont l'expérience de l'aviation, voilà, du rêve de l'envol. Donc voilà, donc, du coup il y a vraiment cette dimension-là qui je pense est vraiment importante, c'est ce rêve de l'envol, et qu'à travers toute l'œuvre de Miyazaki, elle a été suivie, et c'est un film qui va faire fusionner aussi cette dimension-là, ce caractère-là. Peut-être des choses. Pas là-dessus, mais j'ai des choses à dire sur plein d'autres trucs. Bon, maintenant je te laisse.
Moi, je vais vous parler principalement du monstre, des monstres. Il y a plein de choses à dire dans l'absolu. Sors-moi les monstres, je vais les mettre là. Je vais commencer par un peu de latin, parce que ça fait pas de mal. L'avantage du monstre, c'est qu'il, quelle que soit la culture d'origine, en fait, il a la même vocation. Et le latin nous donne... Donc le latin qui donne monstrum, le monstre vient du latin monere, qui veut dire montrer. Et le monstre, c'est le signe que les choses vont mal dans le monde. Donc avec ce qu'on a pu dire jusque-là sur l'univers de Nyariki, on s'aperçoit que le monstre, on voit bien que l'apparition du monstre est liée à des événements qui bouleversent l'ordre des choses. Il y a plusieurs types de monstres dans l'histoire de Miyazaki, vous en avez là quelques-uns. Je ramène celui-ci tant qu'à faire, ça va permettre de montrer les différences. Les préférés des enfants, les petits Totoro ou le Chabus, ont pour ceci de particulier d'exister quelle que soit l'époque finalement. Ils coexistent avec le monde. Dans le voyage de Totoro, bravo. Dans Mon voisin Totoro, la grand-mère du village raconte à Ame Satsuki que quand elle était petite, elle aussi avait vu Totoro. Et c'était une chance puisque seuls les enfants au cœur pur pouvaient le voir. Mais c'est quand même étrange de découvrir que dans ce film, Totoro apparaît exactement après que Mei apprenne que sa mère ne rentrera pas de l'hôpital et qu'elle va rester pour une durée indéterminée en convalescence. Totoro apparaît donc comme à la fois le signe que le monde ne revient pas à son ordre originel, papa et maman à la maison, mais en même temps lui permet de surmonter la difficulté de cette nouvelle en se réfugiant dans un imaginaire. Autre chose intéressante à propos de ce monstre, si vous vous rappelez la scène où on découvre Totoro, mais dans une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, suit un petit être à travers les herbes, se retrouve au pied d'un camphrier et entre dans un trou de l'arbre pour tomber sur une grosse boule de poils qui a l'air bien chaleureuse, que l'on couvre de dos. Quand cette bête se retourne, on découvre d'abord 5 griffes qui font à peu près la taille de l'avant-bras de l'enfant, une gueule suffisamment grande pour engloutir l'enfant d'une bouchée, et même si l'on est fasciné par cette scène, on peut quand même s'interroger sur la dangerosité de cette bestiole. Quel est donc cet animal qui pourrait dévorer l'enfant? Donc, ça c'est ce qui pour moi rend Miyazaki un auteur bien plus intelligent que beaucoup de réalisateurs d'animés, c'est qu'il nous présente un monstre, un vrai monstre qui est très mignon, hein. Je crois que c'est l'emblème du kawaii au Japon, sans hésiter. Si vous demandez aux japonaises qu'est-ce qui est kawaii, elles vous répondront les Shio et Totoro, à peu près à 100%. C'est que malgré tout, ce monstre reste une menace potentielle, et c'est le cas de tous les monstres. Dans le même film, vous prenez le Chabus, qui n'a rien à envier au Night Bus qu'inventa J.K. Rowling pour Harry Potter, hein. C'est dans les deux situations la même chose. Un moyen de transport qui sort de l'ordinaire, à partir de l'ordinaire, et qui est surtout extrêmement dangereux pour ses usagers, parce qu'il court de partout, il est absolument incontrôlable, et à chaque fois on a cette ambivalence. Il nous permet de réaliser des miracles, mais en même temps, il est potentiellement dévastateur. Ça, c'est pour le premier type de monstre. Et il y en a un deuxième, que vous avez ici, mais vous avez aussi ici, et c'est tombé, tu es d'accord avec moi? Sinon, j'ai celui-là aussi. Tu as celui-là aussi. Je vais le garder au cas où. Oui, mais il est un peu différent. J'ai ceux-là aussi. Cela, oui, c'est encore différent. C'est bien. D'accord. Il a fait le découpage. C'est le point commun entre ces deux-là, c'est qu'ils n'ont pas spécialement choisi de devenir des monstres. Et c'est la deuxième particularité, ce sont des êtres humains, à la base, qui ont subi une malédiction, donc ce qu'on appelle le cycle des maudits. Et dans la définition du monstre que j'ai donnée, on s'aperçoit que plus ce genre de monstre est présenté à l'écran, plus le monde va mal. L'exemple étant évidemment le château ambulant, où la multiplication des maudits, puisqu'il y a Sophie, il y a le prince Navé, mais il y a aussi Haolu, qui est lui-même... il est où? Il est caché là-bas. Voilà, voilà, tous ces gens-là, et aussi
la sorcière des Landes qui finit par perdre tous ses pouvoirs. Tout cela montre qu'il y a un véritable problème, le problème étant réduit au conflit entre deux pays pour cette tête de navet, comme on dit dans le film. Donc, un deuxième type de monstre, aussi très intéressant, puisque c'est un monstre involontaire, et qui a plusieurs façons de réagir à cette malédiction. Le premier, l'archétype, c'est Porco Rosso, Marco de son vrai nom, qui en choisissant le nom de Porco décide d'abandonner finalement son état d'humanité pour se contenter de la solitude que crée sa face de porc. Dans le même esprit, on a Haolu qui se ravit de la position de paria puisqu'elle lui permet finalement d'échapper, au moins le temps de la première moitié du film, à l'appel de la conscription, puisqu'il y a une scène où Sophie découvre l'usage de la porte d'entrée de la maison, elle se rend compte en fait qu'elle a accès aux deux royaumes et que dans les deux royaumes, on demande aux magiciens de venir aider l'État à lutter contre l'État voisin. Ce qui me fait toujours penser à la phrase de Desproges, l'ennemi est bien idiot parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous, alors que c'est lui. Donc l'absurdité de la guerre est mise en avant par ce personnage qui est amené finalement à devoir se battre contre lui-même et qui choisit la voie du milieu en essayant de détruire les engins de guerre. On a enfin la sorcière des Landes est un cas un peu particulier puisque la sénilité entre en jeu, on ne sait pas trop ce qu'elle veut, mais je pense que comme Sophie, elle choisit de faire avec, c'est-à-dire non pas comme Porco Rosso de se résigner, mais de tirer profit de sa situation pour obtenir ce qu'elle veut. Sophie veut échapper à la société parce que c'est la fille mal aimée de sa mère, elle ne se sent pas forcément très très bien, les scènes du début sont éloquentes et sa rencontre avec sa mère plus tard montre bien qu'on est dans ce genre de relation, veut fuir la société et le fait d'être transformée du jour au lendemain en femme de 90 ans lui permet d'échapper à cette situation puisqu'elle quitte son village totalement incognito. La sorcière des Landes, elle, ne désire qu'une chose, le cœur de Haolu, donc le cœur d'un point de vue métaphorique, elle désire son amour, mais aussi son cœur d'un point de vue physique puisqu'elle veut le manger. Or, son cœur se trouve, si vous avez vu le film, vous savez, dans Calcifer, l'esprit du feu, et c'est une fois seulement qu'elle est devenue une mémé complètement sénile, gâteuse et ayant perdu tous ses pouvoirs, qu'elle a accès à ce cœur et qu'elle finit par le dévorer. Juste une parenthèse, ce qui est intéressant, c'est, je vous parlais tout à l'heure du cycle des maudits. Là, on a des cas qui sont individuels. Avec Shiro, on a un cas qui commence à devenir collectif. Parce qu'en fait, Shiro, elle a une malédiction, ses parents sont maudits. Et à la fin du récit, donc dans le voyage, elle part donc avec le spectre sans nom, et il y a les deux petits personnages là, qui eux sont victimes aussi de malédiction de la sœur de Yubaba, qui est Zeniba. Et ils vont faire un voyage. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont régler leur malédiction en s'associant avec cette idée du collectif. Chacun a leur problème, mais c'est en s'associant. Et là aussi, d'une certaine manière, c'est en se réunissant. Parce qu'il y a aussi le personnage de Marc, qui lui aussi se cache derrière un masque. Et c'est ensemble qu'ils vont réussir à régler. Ce qui est intéressant dans l'histoire du cycle des maudits, c'est qu'on passe à régler un problème de manière individuelle à régler un problème de manière collective. Voilà. Juste aussi citer que ce qui est intéressant, c'est que Shibuya et Totoro, c'est la déconnexion d'un seul et même personnage qui apparaît dans le premier manga, donc Mononoke Hime, qui est en fait une sorte de storyboard avec un court texte. Et il faut imaginer que le personnage dans ce conte, c'est une fusion des deux. En fait, Miyazaki après les a transformés en deux personnages. Et il y a la j'ai pas pu faire l'image, mais voilà. Et que Miyazaki, c'est vraiment un jeu. Ça, il m'en avait souvent parlé. Ah bah c'est dans l'ouvrage, hein, c'est tout à base, comme qui souvent. crée ces monstres. Voilà, à base de jeux de mots, à base d'idées, de mots valises. Mais en même temps, il est très dans la tradition, puisque la tradition même donc, de la parade nocturne des 100 démons que j'évoquais
Et l'idée qu'à partir du nom d'un monstre, on crée sa représentation visuelle, c'est-à-dire à partir d'un mot, ce qui est quand même assez intéressant de la part de Miyazaki, qui d'habitude ne part pas du mot, de créer un monstre. Pour créer par exemple dans le voyage de Chihiro ce gros personnage de radis blanc qu'elle croise dans l'ascenseur, qui a fait couler beaucoup d'encre, d'encre informatique sur les forums. Dans les crédits, dans le générique de fin, il est présenté comme Oshira-sama, donc en japonais, l'esprit blanc, si on voulait traduire comme ça. Et en fait, il fait référence à plusieurs choses. Il y a bien un monstre qui serait l'esprit blanc dans les régions du nord du Japon, qui serait une espèce de cheval blanc fantasmatique, donc on ne voit pas trop le lien entre le radis blanc et le cheval blanc. Mais l'esprit premier, c'est ce cheval blanc. Dans les régions du sud, il n'y a pas d'esprit blanc, mais Oshira-sama est le nom très honorifique qu'on donne au radis blanc, qui est la base de la nourriture, notamment dans la région d'Osaka. N'étant ni du nord ni du sud, mais entre les deux, il a pris l'idée d'un esprit supérieur, donc qui serait ce cheval blanc, l'appellation Oshira-sama pour désigner le daikon, et il a fait la conjonction des deux qui serait un esprit du radis blanc. Et le monstre est né comme ça et donne une scène absolument délicieuse, encore une fois, dans le film. Et tous les monstres peuvent être créés comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, puisqu'ils font des petits bruits, ils sont forcément crédités dans les génériques, et ça permet pour tous les fans et les exégètes qui sont extrêmement nombreux de prendre la liste du casting et de regarder comment s'appelle tel monstre qui apparaît à telle seconde, puisque tout est précisé à un moment donné, soit dans les artbooks, soit dans les génériques. Rien n'est laissé au hasard. Voilà, on va peut-être libérer les gens. Ça fait un petit moment. Ou alors si vous avez peut-être des questions. Si vous avez envie de... On est samedi, on est. Donc si vous avez voilà, une question, je ne sais pas ce que pense souvent le libraire. De quoi De quoi Quel était le sujet? Non, juste une petite précision, puisque tu le lances. Si vous êtes intéressé par le travail de Gaël et de Raphaël, sachez que le livre est épuisé. Je le dis pour vous. C'est-à-dire que c'est fini. Donc on en a encore. Et je le dis juste, voilà. Après, il n'y en aura plus. Bien, écoutez, on vous remercie vraiment pour cette présentation très sympa.